Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de votre émission, notre émission plurielle de tous les mardis. Avec pluriel, nous fouillons, nous questionnons, nous allons vers des spécialistes pour vous servir le Togo. Sinon, les citoyens togolais seront aux urnes dans les prochains jours, sinon dans les prochaines semaines. Les législatives couplées de régionales prévues ce 20 avril sont certes reportées à une date ultérieure. Mais en attendant les prochaines dates, les problématiques de la réconciliation nationale et la tenue des élections apaisées sont d'actualité et nous avons comme invité le premier rapporteur du HCROUN, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Monsieur Wiao Evalo, bonjour. Bonjour, monsieur Latif. Je suis avec Josiane de Radio Efata. Josiane, bonjour. Bonjour Latif. Alors d'abord, nos admirations pour votre nouvel ouvrage, Monsieur Wiao, dont la cérémonie de présentation publique et de dédicace s'est déroulée le mercredi 3 avril dernier à l'auditorium de l'Université de Lomé. Et voici d'ailleurs l'ouvrage en question. Il est intitulé Togo, reconnaissance des violations des droits humains et nouvelle dynamique de réconciliation et d'unité nationale. D'entrée de jeu, et en couverture, M. Wiao, on voit les images de certains leaders politiques et religieux autour de celle du chef de l'État. Quel est ce message que vous voulez envoyer aux Togolais à travers ces images? Merci bien, M. Latif. Il s'agit de la question de la reconnaissance des violations des droits humains et en lien avec la lancinante problématique de la réconciliation et de l'unité nationale. C'est là la question qui fait l'objet, ou en tout cas, qui a été étudiée dans l'ouvrage que j'ai publié le mercredi 3 avril dernier, soit 12 ans jour pour jour, le 12e anniversaire donc de la remise du rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation à Monsieur le Président de la République par les membres de la CVJR. Alors, quelle est l'image que j'ai voulu renvoyer en mettant, donc, envoyer plutôt, quelle est l'image que j'ai voulu envoyer à la population togolaise en mettant les images, si vous voulez, quel est le message que j'ai voulu envoyer à la population togolaise en mettant les images de certains leaders politiques entourés par celle qui entoure celle du chef de l'État. Vous voyez la problématique de la réconciliation nationale, évidemment, même s'il y a certains amis du Togo qui interviennent parfois pour essayer de donner leur avis sur certaines questions, il faut dire qu'elle est du ressort de la politique intérieure nationale et par conséquent des acteurs politiques de notre pays. Et il m'a semblé intéressant, au lieu d'utiliser les images classiques que nous offrent les institutions internationales comme l'ONU, c'est-à-dire les images, les symboles de la reconnaissance des droits de l'homme tels que l'ONU nous les propose. Il s'agit des images conventionnelles. Je me suis dit qu'il serait intéressant que j'utilise les images des Togolais pour essayer de contextualiser donc la problématique que j'ai étudiée, et puis ensuite pour essayer de rendre hommage à tous ces acteurs qui ont voulu participer aux côtés du chef de l'État dans cette œuvre de réconciliation qu'il a enclenchée au lendemain de la présidentielle de 2005. Et donc, c'est une manière de célébrer ce que les Togolais peuvent faire ensemble lorsqu'ils sont ensemble pour pouvoir dialoguer. C'est pour célébrer donc cette force des Togolais de dialoguer et de trouver les solutions, notamment en lien avec la réconciliation et l'unité nationale. Voilà pourquoi
il m'a semblé intéressant d'utiliser les images des acteurs politiques togolais. Mais avant de vous laisser reprendre la parole, je voudrais saluer surtout le soutien de notre institution, à commencer par sa présidente, Madame Anana Daboya, qui m'a beaucoup soutenu au cours de cette recherche. Saluer également les personnalités que j'ai approchées pendant les recherches, puisque pour nous les historiens, les sources ne se limitent pas seulement aux sources orales et aux sources écrites. Il faut aussi s'intéresser aux sources orales lorsque les acteurs sont là, ceux qui portent, ceux qui sont au centre de la problématique qu'on aborde. Si ces acteurs sont là, il est intéressant qu'on puisse les approcher pour avoir leur part de vérité. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré plusieurs leaders, dont l'ancien Premier ministre Théophile Mali, l'ancien ministre Jovi Gali, des droits de l'homme, l'ancien ministre Premier ministre Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre Weibo, le leader de l'UFC, etc., etc. Voilà, donc c'est le lieu de les remercier pour leur apport dans le cadre de l'élaboration de l'ouvrage que j'ai présenté le 3 avril dernier. Alors, lié toujours à cette action, Monsieur Ouiyao, pouvez-vous nous dire en quelques mots, justement, quelques faits historiques qui attestent que la reconnaissance des violations des droits de l'homme est au cœur du nouvel élan de réconciliation enclenché depuis 2005? Merci, Monsieur Latif. L'ouvrage qui a été présenté le mercredi passé est structuré en 3 parties, 3 chapitres. Donc, le premier évoque les faits historiques qui attestent qu'effectivement, au lendemain de l'élection présidentielle de 2005, le nouveau pouvoir en place, issu donc de cette présidentielle de 24-2005, donc, a fait de la reconnaissance des violations des droits humains l'un des éléments fondamentaux ou l'un des piliers fondamentaux de la politique intérieure, notamment en ce qui concerne la relance du processus de réconciliation qui a été durement éprouvé de 1990 à 2005. Il faut le dire parce que le processus de réconciliation, ou en tout cas les avancées enregistrées dans ce domaine, dans la construction de la cohésion nationale par le régime précédent, notamment le président Adema, a été mis à rude épreuve dans les années 90 par tous les mouvements démocratiques que nous avons connus. Donc, dans le siège du processus démocratique, il y a eu beaucoup de contradictions entre les Togolais, il y a eu beaucoup de querelles, parfois meurtrières entre les Togolais, et qui ont mis à rude épreuve notre cohésion nationale. Et donc, il fallait quand même faire quelque chose pour que la mayonnaise reprenne, si vous pouvez me passer l'expression, pour que le processus de réconciliation poursuive son cours normal. Et donc, il y a certains faits qui sont des faits révélateurs, qui sont des faits que nous pouvons dire que ce sont des faits avant-coureurs de la mise en place de cette politique de réconciliation adossée sur la reconnaissance de la violation des droits humains. Est-ce que vous voyez? Donc, ces faits, on peut citer quelques-uns. D'abord, juste après l'élection présidentielle, le nouveau président élu de la République, M. Faure Gnassingbé, a accepté d'abord la mise en place ou bien le travail d'une commission onusienne chargée de faire la lumière sur les violences et les violations des droits humains qui ont eu lieu avant, pendant et après l'élection du 24 avril 2005. Il s'agit d'une mission de l'ONU mise en place par, et à l'époque, est dirigée par le Sénégalais Doudou Diène. Donc, cette mission avait pour objectif premier de faire la lumière sur les violations des droits humains qui ont été commises avant, pendant et après l'élection de 2005.
Et cette commission a remis ses conclusions. Ces conclusions ont été acceptées par le gouvernement et cette commission de l'ONU a fait des propositions ou en tout cas des recommandations en disant que le mal togolais peut être guéri par 3 approches différentes. 1. La reconnaissance des violations dont les Togolais ont été victimes. 2. La vérité sur ces violations. 3. Des mesures de réparation. Et 4. Des mesures également pour la non-répétition des violations des droits humains. Voilà à peu près les propositions qui ont été faites par cette commission de l'ONU, propositions acceptées par le gouvernement. Celui-ci ne s'est pas limité là, il a mis des mécanismes en place. D'abord, la commission d'enquête spéciale indépendante dirigée par l'ancien Premier ministre Kofi-Go. Cette commission avait pour objectif également de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2005. Cette commission a remis son rapport avec évidemment les résultats, notamment les dégâts matériels qui ont d'ailleurs été chiffrés à près de 4 milliards. Les pertes en vies humaines, la commission parlait à l'époque de 150 personnes décédées, les personnes blessées, et puis les dégâts, disons, tout ce que vous pouvez, n'est-ce pas, imaginer comme destruction de biens. Donc, cette commission a fait la lumière et a fait aussi des propositions qui ne sont pas tellement éloignées de celles que la commission de l'ONU a faites, à savoir qu'il faut faire la lumière sur les violations des droits humains et puis ensuite essayer d'envisager les mécanismes de réparation des victimes causées par ces violations. Donc ça fait deux exemples. Le troisième exemple, on peut aussi parler de la commission de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo, qui était dirigée à l'époque par Monseigneur Ayuro Doucet. Cette commission avait pour objectif de relire, si vous voulez, vous passez l'expression, de relire l'histoire du Togo et de voir dans quelle mesure les pans de l'histoire qui ont été quelque peu, disons, déformés volontairement par les politiciens, comment faire en sorte que ces pans de l'histoire soient redressés, connus par les populations et, dans ce cadre, essayer de nourrir la mémoire de ceux qui ont contribué à l'évolution de notre pays. Et donc, dans ce cadre, cette commission a travaillé et elle a fait aussi des propositions. L'essentiel des propositions va dans le sens surtout de la réhabilitation des hommes, qu'ils soient des hommes de lettres, des hommes de sciences, des artistes, etc., des gens de sport, en tout cas tous les Togolais qui ont pu, de façon assez remarquable, contribuer à la renommée et à l'évolution de notre pays et qui sont dans l'oubli ou qui ne sont pas honorés ou qui sont complètement ignorés, que quelque chose soit fait pour honorer leur mémoire. D'accord. Merci beaucoup, Latif, et bonjour, monsieur le rapporteur du HCROUN. Merci encore une fois d'aborder cette question de réconciliation nationale et d'élection apaisée avec nous. L'importance de rappeler à chaque citoyenne que nous sommes, de cultiver, de travailler pour la cohésion nationale. Et donc, vous soutenez dans votre ouvrage que la reconnaissance des violations des droits humains fait appel aux réparations, mais également aux réformes politiques, constitutionnelles, institutionnelles, administratives et sociales. Et donc, quel bilan faites-vous des réformes entreprises depuis 2005 en vue de favoriser la réconciliation nationale et la consolidation de l'état de droit au Togo? Merci beaucoup. Vous voyez, en vérité, mon ouvrage est disons, une étude historique du processus de justice transitionnelle qui a été instauré dans notre pays depuis 2005. Et donc, le processus de justice transitionnelle qui a été
instaurée depuis 2005, est partie d'un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place. Des cadres de discussion, des mécanismes, ces cadres de discussion, nous en reparlerons. Par exemple, les discussions qui ont eu lieu en 2006 et qui ont abouti à l'accord politique global, etc. Et tous ces mécanismes ont proposé qu'il y ait quand même un certain nombre de réformes qui soient faites, parce que ce sont ces réformes qui peuvent aussi aider à la consolidation de la réconciliation nationale. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous allez à la justice et vous êtes des Togolais ensemble et vous constatez que votre justice est impartiale, votre justice est partiale, c'est-à-dire que les magistrats donnent toujours raison aux personnes replacées ou aux personnes qui sont proches du parti au pouvoir, ou bien des personnes qui ont de l'argent, donc qui arrivent à leur glisser des enveloppes. Est-ce que vous pensez qu'une telle justice peut favoriser la réconciliation nationale? Non, puisqu'elle crée des frustrations, elle crée des Togolais, des citoyens de seconde zone. Donc ces citoyens de seconde zone ne vont pas se reconnaître dans l'état de leur pays. C'est-à-dire que dans les autorités du pays, et donc ne vont pas se reconnaître comme faisant partie intégrante, n'est-ce pas, de la population togolaise, et par conséquent vont poser des actes qui vont, en quelque sorte, compromettre l'harmonie sociale. Ok. Donc, il y a des réformes qui ont été faites, mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, la justice transitionnelle vise quoi? 1. Traiter le legs des violations des droits humains qui ont été commises dans le passé. 2. Œuvrer pour la réconciliation de la population. 3. Favoriser le renforcement de l'état de droit. Disons que c'est les 3 chantiers qui sont les objectifs de la justice transitionnelle. D'accord? Et donc, pour qu'il y ait un état de droit dans un pays qui sort, par exemple, d'une guerre civile ou bien d'un régime dictatorial, d'accord? Ou bien tout simplement qui sort d'un moment de trouble, il faut des réformes. Donc, et ces réformes ont été proposées ou recommandées par les mécanismes qui ont été mis en place. Par exemple, les mécanismes qui ont été mis en place ont recommandé qu'une Cour des comptes soit créée afin de faire la lumière sur comment l'administration dépense, ou en tout cas les démembrements de l'administration utilisent les fonds qui sont mis à leur disposition. La Cour des comptes telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas avant 2005. D'accord? En dehors de la Cour des comptes, des réformes constitutionnelles ont été apportées à notre Constitution à la faveur des modifications qui sont intervenues le 15 mai 2019. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de ces réformes qu'on a pu décider désormais la possibilité pour les Togolais de la diaspora de voter. Alors, je voudrais donc aussi citer l'exemple des réformes intervenues au niveau de certaines institutions. Par exemple, le médiateur de la République. On a essayé de revoir ses attributions. Au lieu de jouer le rôle seulement de celui qui joue et qui essaye de protéger les citoyens lorsqu'ils ont des problèmes avec l'administration, le médiateur de la République a maintenant d'autres compétences qui lui ont été conférées par la Constitution, à savoir que désormais, le médiateur de la République recevra la déclaration des biens et avoirs
des hautes autorités de la République qui exercent les charges publiques. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites, mais nous ne pouvons pas aborder ça dans le cadre restreint d'une émission comme celle-ci. Vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de pluriel. Nous sommes avec Monsieur Wiyao Evalo, il est le premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Nous évoquons la thématique liée à la réconciliation nationale et aux élections apaisées au Togo. Alors, Monsieur Wiyao, vous avez parlé des violations, de la reconnaissance des violations. Concrètement, de quelles violations s'agit-il dans votre ouvrage et quel est le type de violation auquel se sont intéressés les acteurs politiques togolais dans le cadre, bien sûr, du processus de réconciliation engagé depuis 2005? Merci beaucoup. Vous savez, le Togo ne fait pas exception. Et ici comme ailleurs, on trouve les violations des droits de l'homme de toutes les natures. Il y a les violations d'ordre socio-culturel, il y a des violations d'ordre économique, mais il y a par exemple même des violations en lien avec la chefferie traditionnelle. Vous voyez, dans nos villages et cantons, toujours c'est des querelles autour de la question de la chefferie traditionnelle. Il y a des violations qui sont liées à la gestion de la terre, des violations liées à la gestion de la faune, etc. Elles sont nombreuses et de plusieurs natures. Mais au Togo, on s'est intéressé à spécifiquement à la question des violations liées aux problèmes politiques. Et c'est d'ailleurs cela qui est, c'est sur ce genre de violation que la CVJR a travaillé. Et pour en arriver là, il a fallu des consultations nationales entre mai et juillet 2008 plutôt, pour pouvoir savoir de toutes les violations que notre pays a connues, quelles sont les violations, quel est le type de violation sur lesquelles le Togo doit travailler. Parce qu'en réalité, en justice traditionnelle, chaque pays a la liberté d'actionner l'aspect des violations qui est le plus récurrent dans son existence. Et à la suite des consultations, tous les acteurs politiques, y compris la société civile, étaient d'accord pour reconnaître que, en général, les Togolais vivent de façon, cohabitent pacifiquement et sans problème. Mais que ce sont les politiciens, ce sont les actions et les réactions des politiciens qui créent des problèmes au peuple togolais. Et donc, on a constaté que l'essentiel des violations des droits humains dont le pays souffre sont surtout, ces violations sont dues surtout aux querelles politiques. Et donc, les autorités, notamment le pouvoir en place et les responsables de l'opposition, ont jugé plutôt, dans le contexte togolais, de travailler sur la question des violences à caractère politique. Et c'était d'ailleurs cela, le mandat de la CVJR, qui était donc chargé de faire la lumière sur les violations commises dans le passé en lien avec les questions politiques. Faire la lumière et proposer au gouvernement les mesures de réparation ainsi que les réformes à mener pour la non-répétition des violations des droits humains. Voilà. À la lumière de ce que vous venez de dire, on constate donc que les violences à caractère politique ont retenu l'attention des acteurs politiques. Et l'historien que vous êtes, nous voudrions bien que vous nous rappeliez quelques épisodes de violence inspirés par des considérations d'ordre politique au Togo, histoire que l'histoire, nous puissions tirer des leçons de notre histoire. Merci beaucoup. Et les violences politiques, elles sont, disons,
récurrentes et nombreuses qui ont émaillé l'évolution de notre pays. Et donc, je vais juste donner quelques épisodes de violence que notre pays a connus. Je ne vais pas remonter trop, c'est pas dans le temps, voilà, parce que on en a connu, mais je voudrais prendre l'exemple de celle que notre pays a connue juste au lendemain des législatives anticipées du 27 avril 1958. Vous savez que jusqu'à la veille du 27 avril 1958, notre pays était sous le statut, bénéficiait du statut de République autonome. République autonome, c'est le statut auquel les adversaires du président Sylvanus Olympio ont pu, c'est le statut auquel le pays a pu parvenir grâce à l'action politique des adversaires du président Sylvanus Olympio. On l'appelait à l'époque, dans le jargon facile, on l'appelait la petite indépendance, ce qui veut dire que c'est quand même une étape importante de l'évolution du pays, puisque le Togo venait d'accéder au statut de république autonome. Mais, qui dit république autonome ne dit pas que c'est l'indépendance. Et donc, des Togolais se disaient que non, tel que la France est avec toutes ces fourberies, si on ne demande pas l'indépendance immédiate dans le sillage de l'exploration de la République autonome du Togo, on risque de se satisfaire du statut de République autonome et la France peut continuer paisiblement de régenter le pays. Et donc, ce courant de pensée était essentiellement animé à l'époque par le comité de l'unité togolaise, aidé en cela par la Juvanto, la branche jeune du comité de l'unité togolaise que dirigeait Sylvanus Olympio. Donc, ce sont ces deux blocs politiques, notamment le comité de l'unité togolaise et la Juvanto d'un côté, et les partis qu'on appelait globalement les partis progressistes de l'autre, animés par Antoine Meyaki et Nicolas Gruniski. Donc, il y avait le Parti togolais du progrès, dirigé par Nicolas Gruniski, et l'Union des chefs et des populations du Nord, dirigée par Antoine Meyaki. Et ce sont ces deux tendances qui se sont affrontées dans les urnes le 27 avril 1958. À l'issue des élections, le CUT a brillamment gagné les élections. Il n'y avait même pas de contestation. Et les vainqueurs ont reconnu leur défaite. Alors que les vainqueurs ont connu leur défaite, qu'il n'y avait pas de protestation de la part de ces... les partis vaincus ont reconnu leur défaite, qui n'avaient aucune protestation. Pourquoi alors organiser encore des représailles contre des gens qui ont été battus dans les urnes, qui ont été battus de la façon la plus propre possible et qui n'ont même pas contesté le résultat des élections? Et vous le savez bien, c'est un rappel, ce sont les redoutables milices à Blue-Soja qui ont, disons, envahi tout le pays, cassaient, brûlaient, incendiaient, volaient, pillaient tout. Même ces milices se sont attaquées à des députés qui, à l'issue d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, ils sont sortis dans la cour et devant le président de l'Assemblée nationale, ces milices se sont rués sur des députés de l'opposition qu'ils ont battus, ils ont déchiré leurs habits, ce n'est pas possible. Ces violations des droits humains, ces violences, on n'en avait pas besoin. Mais vous allez croire que c'est sous le président Sylvanus Olympio seulement qu'il y a eu des violences. Non, il y a eu des violences aussi après le président Sylvanus Olympio. Et même
Dans le sillage du coup d'État qui a eu lieu en 1963, 13 janvier 1963, il y a eu des violences. La mort du président Sylvanus Olympio ne peut être, il n'y a pas un autre nom pour désigner ça. C'est une violence exercée sur la personne du chef de l'État de l'époque. Puisqu'on a tiré à bout portant sur lui et il est mort. D'accord? On l'a tué, pour le dire plus simplement. D'accord? C'est des violences. Et c'est des violations des droits humains. Il y a eu des ministres de son gouvernement qui ont été faits prisonniers. Évidemment, c'est là où on peut saluer l'action du comité militaire insurrectionnel parce que lorsque les progressistes ont appris que le coup d'État a réussi et qu'il y a eu renversement donc, du régime du président Sylvanus Olympio, ils ont aussi voulu former des bandes de voyous semblables aux Abloresoya pour aller s'en prendre aux partisans du président Sylvanus Olympio dans la foulée des événements de 63. Heureusement que le comité militaire insurrectionnel a rapidement diffusé un communiqué pour mettre en garde toute personne ou tout Togolais qui s'en prendrait à un autre Togolais en raison de ses convictions politiques. Et c'est ainsi que, rapidement, on a mis un terme immédiat aux tentatives de violation des droits humains que voulaient perpétrer les partisans de Grunitzky et de Antoine Miachi. Est-ce que vous comprenez? Alors, ces violations des droits humains et ces violences, nous en avons aussi connu dans le sillage des événements du 23 septembre 1986. Beaucoup de militaires sont morts lors de cette attaque qui a été perpétrée par le leader de l'UFC. C'est lui qui était la cheville ouvrière de ce coup d'État manqué. Il faut avoir le courage de le dire. Les sources d'archives sont là pour l'attester. Le dire ne veut pas dire que aujourd'hui, nous allons en reparler, Gilles Olympio. Le dire ne veut pas dire qu'on va occulter ce qu'il a fait. De bien après, nous en reparlerons. Qu'est-ce qu'il a pu apporter au processus de réconciliation? Nous allons aussi en parler. Parce que l'histoire est têtue, il faut la dire comme elle est. Donc, et nous avons connu des violences pendant cette époque. Nous en avons aussi connu dans le sillage de l'instauration de l'état de droit. Comment, en plein processus de construction de l'état de droit, comment vous pouvez comprendre des coups d'État, des tentatives de renversement d'un régime par la force? Or, c'est exactement ce qui s'est passé en janvier, en 93 et en 94. Ces coups d'État ont certes échoué, mais beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup d'éruptions de violence et, comme je le dis souvent, ces violences viennent aussi parfois des groupes organisés, comme les milices. Et je parle très souvent de ces milices qui ont vu le jour dans les années 91, 92, 93, qui pillaient tout, rasaient tout, volaient tout sur les passages. Je veux parler des fameuses milices Tomogre et Epemogre. Un ministre de la République de la Transition, dont je préfère taire le nom, a félicité les milices Epemogre qui étaient partis pour détruire les édifices et les biens publics et les biens privés appartenant aux responsables du rassemblement du peuple togolais à l'époque, dont la maison de la clé, l'ancien ministre de l'Intérieur, les maisons de Palikala,
l'ancien directeur de l'ETP et par ailleurs ministre à l'époque. Et le ministre en question a dit ouvertement sur les antennes nationales, que c'était des maisons ciblées. Comment vous pouvez comprendre cela? Comment vous pouvez comprendre que des maisons appartenant aux responsables de l'opposition ont été prises pour cible? Ces maisons ont été prises pour cible et cassées. Je me souviens, tout proche à Adébi, il y avait, si j'ai bonne mémoire, une maison sur le boulevard de l'autre côté du boulevard de la Cara, appartenant à un ancien ministre de la Transition. Cette maison a été descendue par les tombes morgues. Par les tombes morgues, elle a été complètement rasée. La maison de l'ancien Premier ministre Edem Koyo à Agoye a été complètement rasée. La maison de Agoybor à Adébi, non loin du garage central, a été complètement incendiée. Ces milices, qui étaient derrière? C'est les dirigeants des partis politiques. Celui qui veut contester, on n'a qu'à se rencontrer et moi, je vais faire sortir les documents d'archives qui l'attestent. Le RPT était déjà derrière les tombes morgues. Les responsables du RPT, ce sont eux qui alimentaient les tombes morgues en moyen pour perpétrer ces violences. De l'autre côté, ce sont les responsables de l'opposition qui alimentaient, soutenaient, applaudissaient les échos morgues. Lors même d'une manifestation publique, les responsables de l'opposition ont dit que non, que les échos morgues n'ont rien à envier aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, qui sont forts, qui peuvent défier les militaires, les gendarmes et les policiers. Comment vous pouvez, ces éléments de langage, comment des responsables peuvent arriver là? Merci donc à vous, Monsieur Ouiao, pour ces explications. Alors, au vu de tout cela, peut-on dire aujourd'hui, Monsieur Ouiao, que le processus de réconciliation nationale a abouti à des résultats positifs aujourd'hui? Quels sont les acquis et sur quel aspect faut-il agir pour maintenir l'unité nationale, Monsieur Ouiao? Merci beaucoup. C'est une question assez vaste qui ne peut pas être abordée en quelques minutes. Mais je voudrais que vous sachiez que la réconciliation et l'unité nationale n'est pas un événement. C'est un processus. Certains pays européens ont commencé la construction de leur nation il y a près de 500 ans. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il s'agit des constructions qui sont encore disons, il faut toujours apporter de la performance, il faut toujours apporter des améliorations. Parce que dans ces pays aussi, quand vous voyez comment les couches sociales s'affrontent parfois dans ces pays, vous comprendrez que tout n'est pas exactement comme ce que nous pensons dans nos pays. En vérité, un peuple réconcilié n'est pas un peuple qui n'a pas, au sein duquel il n'y a pas d'antagonisme. Non. Ou bien il n'y a pas de contradiction. Non. Un peuple réconcilié, c'est un peuple que ce qui divise est plus petit et ce qui divise est plus petit. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, les sujets de contradiction sont toujours le fait des sociétés. C'est inhérent à la vie humaine. Vous n'allez pas dire qu'un jour, vous allez sortir et que l'unité des Togolais est faite de façon parfaite et qu'il n'y aura pas de dissensions. Il y en aura toujours. Mais le problème, c'est de se sentir comme un seul peuple
ayant la même destinée, condamnés à discuter des problèmes dont nous souffrons. Que nous ayons des problèmes ou des mésententes n'est pas une particularité togolaise. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'on ne soit pas capable de s'asseoir autour de ces mésententes pour pouvoir en débattre. Est-ce que vous voyez? Donc, le processus de réconciliation nationale, tel qu'il a été relancé, à partir de 2005, on peut dire aujourd'hui, lorsque vous voyez les rapports entre Togolais, ils sont des rapports apaisés parce que la coexistence pacifique, il me semble qu'elle est beaucoup plus visible que les frictions entre nous. Voyez-vous, ceci étant, le travail reste encore énorme parce que la réconciliation, comme je vous l'ai dit au début, s'agissant de cette question, vous n'allez pas sortir un jour et dire que, ok, à partir d'aujourd'hui, les Togolais sont unis. C'est fini, nous n'allons plus travailler. C'est exactement, il demeure, la réconciliation et l'unité nationale reste toujours un œuf qui peut se casser à tout moment. Et donc, c'est pourquoi il faut toujours faire tout pour sauvegarder la cohésion sociale. C'est pourquoi, à la faveur des grands enjeux politiques, nous devons faire tout. Comme d'ailleurs les élections que vous avez annoncées, nous devons faire tout pour que cette cohésion sociale soit sauvegardée. D'ailleurs, dans la conclusion de mon ouvrage, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il ne faut pas croire que les acquis que nous avons engrangés depuis 2005, notamment en ce qui concerne la construction de l'état de droit. Vous êtes des jeunes, vous ne le savez pas. Le code de la presse dont vous jouissez aujourd'hui n'était pas ainsi quand nous, on était journalistes. Avant même, on pouvait venir prendre un journaliste pour offense à un député. Ah ben, vous écarquillez les yeux. Il faut aller fouiller. Avant, il suffit que vous teniez des propos que le député juge offensants. Parce qu'en réalité, le code de la presse était tel que c'est plutôt les gouvernants là qui jugent du caractère offensant des propos d'un journaliste. Mais on te prend. La dépénalisation des délits de presse, ça n'existait pas. C'est pourquoi quand je vous vois parfois, j'entends les journalistes parler aujourd'hui, je me dis que mais notre Togo là, franchement, j'aurais bien voulu aujourd'hui avoir 30 ans pour être journaliste. Parce que les conditions dans lesquelles nous on a travaillé, ce n'était pas aisé. Voyez-vous? Donc, nous avons fait des pas en avant dans la construction de l'état de droit. Et qui dit état de droit, lorsque plus les droits des citoyens sont respectés, plus la cohésion sociale se renforce. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur du Ashkroun, vraiment pour ce rappel historique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les faits sont têtus. Le travail est énorme et il faut travailler pour maintenir justement ces acquis par rapport à tout ce travail qui a été fait. Et maintenant, les citoyens togolais seront aux urnes pour les législatives couplées de régionales très bientôt. Et en tant que premier rapporteur du Ashkroun, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux défis liés à ce double scrutin? Merci beaucoup. Les défis, ils sont nombreux. Mais avant d'arriver à votre question, je voudrais ouvrir une parenthèse en lien avec la question qu'on vient de... La réponse que je venais de donner par rapport à la question et au problème de l'unité nationale. Moi, j'aurais bien voulu que le chef de l'État qui va succéder un jour au président Faure Gnassingbé, qu'il soit du parti au pouvoir unir ou qu'il soit de l'opposition, qui ne mette pas dans la poubelle les recommandations de la CVJR. Il peut donner un autre nom à ces recommandations s'il veut, mais le contenu n'a qu'à être le même ou amélioré. Parce que la construction de l'état de droit ne s'achève pas, ne se fait pas en 30 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La construction de l'unité nationale ne se réalise pas en 30 ans, en 40 ans et en 60 ans. Non. C'est un défi permanent. Et donc,
le processus de réconciliation qu'a lancé le président Faure Gnassingbé et les mécanismes qu'il a mis en place, il faut faire tout pour sauvegarder. En tout cas, il faut que ces mesures, ces mécanismes perdurent. Même si aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir, le régime ou bien le président qui va arriver n'a qu'à faire tout pour continuer dans son sillage, en tout cas en ce qui concerne la réconciliation nationale. Il ne faut pas remettre, il ne faut pas tout jeter. Parce que dans nos pays, c'est ce qui se passe souvent. Au lieu de continuer l'œuvre de nos prédécesseurs, les politiques veulent tout remettre en cause, de sorte que nous recommençons toujours à zéro, ce qui n'est pas bien pour la construction d'un pays. Donc c'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir en lien avec donc, la question que nous venions déjà d'aborder. Maintenant, en ce qui concerne les élections, vous m'avez posé la question de savoir quels sont les défis. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais si je veux parler en tant que premier rapporteur de Ashkroun, je voudrais dire que le défi numéro 1, c'est la sauvegarde de la cohésion sociale et de la paix dans le pays. Si il n'y avait pas la paix, je ne crois pas qu'on aurait marché pour se retrouver ensemble pour cette interview. Je ne crois pas. Il faut la paix. Encore la paix et toujours la paix. Il faut sauvegarder la paix. Si, au lendemain des élections qui arrivent, on se réveille et on ne voit nulle part la fumée qu'on a brûlée la maison de quelqu'un, nulle part qu'on est en train de se battre, nulle part qu'on est en train de protester contre les résultats, je crois que nous aurions gagné le pari. Celui qui a gagné, ça importe très peu. Que ce soit l'opposition qui remporte les législatives et les régionales ou le parti au pouvoir, pour moi, pour nous, en tout cas pour le Ashkroun, ça importe très peu. C'est que ces législatives se déroulent dans le calme et la paix. C'est pour moi, c'est le défi majeur. Parce que quoi qu'on dise, vous êtes journaliste. Quand vous sortez, vous vous nourrissez à partir de votre plume. Que ce soit tel député qui soit élu ou bien tel autre, je ne crois pas que le lendemain, vous allez trouver autour de votre table à manger du champagne à boire. Il ne vous apportera pas, quel que soit le député qui est élu, et ce que vous mangez chaque jour, c'est ce que vous allez manger encore le lendemain. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ce sont vos efforts qui vont continuer de vous nourrir. Ce n'est pas celui qui vient d'être élu qui va vous nourrir. Donc, autant préserver ce qui est notre acquis commun, la cohésion et la paix sociale. Comme ça, chacun pourra de son côté se débrouiller comme on le dit de façon populaire. Voilà. Voilà, on s'achemine vers la fin de cette émission. Nous avons encore quelques questions à poser à notre invité, M. Ouiyaou. La préservation de la paix et du climat social apaisé dont jouit le Togo est le vœu ardent du Ashkroun, dont vous êtes le premier rapporteur. Dans ces conditions, qu'attend votre institution des autres acteurs, tels que les partis politiques et les mouvements associatifs, M. Ouiyaou? Cette question-là, vous auriez dû la poser au président de la République parce que c'est lui qui peut attendre de tous les Togolais, parce qu'il est chef de l'État. Il peut dire j'attends des partis politiques, ceci, mais moi je suis un simple enseignant, chercheur, un journaliste. C'est trop grand, c'est trop vous faire l'honneur. Non, je crois que il vaut mieux de dire ce qu'on doit attendre de Ashkroun dans le cadre de ces élections. Je voudrais dire à peu près ce qu'on doit attendre de Ashkroun, qu'est-ce que le Ashkroun peut faire pour aider à l'organisation d'élections apaisées. Mais au passage, je voudrais souligner que les partis politiques, de vous à moi, il faut avoir le courage de le dire. Ils nous appellent tout le temps pour aller voter.
Mais ils ne nous enseignent pas pourquoi et comment aller voter, quelles sont les lois qui régissent l'organisation du vote. Ils ne nous l'enseignent pas. Je prends le cas des meetings. Les meetings sont organisés dans le cadre de la campagne électorale. Il y a des lois, des règles qui encadrent les meetings. Par exemple, le code électoral prévoit que pendant la campagne électorale, il est absolument indispensable que tout Togolais accepte aux autres d'organiser les manifestations publiques et de battre campagne dans la localité de leur choix et dans les lieux préalablement choisis par l'État. D'accord? Mais on constate dans les faits que quand certains partis politiques vont quelque part pour organiser leur campagne électorale, ils sont interdits d'accès. Pas par le gouvernement, mais par la population du milieu qui estime que le parti là n'a pas droit d'aller là-bas parce que ici, le responsable du parti que eux autres ils soutiennent est de leur localité. Est-ce que les dirigeants des partis politiques informent la population sur ces dispositions-là du code électoral? Non. Or, ce sont des faits comme ça qui sont source du conflit pendant la période préélectorale. Ça, c'est un exemple. Pendant la période préélectorale, disons la campagne électorale, il y a des heures où la campagne n'est pas autorisée. Je crois que la campagne doit se dérouler de 6 heures jusqu'à, je ne sais pas si c'est 18 heures ou 22 heures. 18 heures. Ouais, vous verrez des gens qui, jusqu'à 22 heures, eux autres, comme on le dit dans ma langue en kabye, Olewa. Ils continuent la campagne électorale. Si ils sont interpellés, ils vont dire quoi? Dès qu'ils sont interpellés, il va y avoir des problèmes. Mais les partis politiques ne tiennent pas, en tout cas, des petites sessions de sensibilisation à l'endroit de leurs militants pour leur montrer ces côtés de la loi électorale. Bon, donc les partis politiques ont aussi beaucoup de choses à faire en termes de sensibilisation de leurs militants. Pour revenir à ce que peut faire le Ashkoun, comme je vous l'ai dit, comment intervenir auprès des structures avec lesquelles nous travaillons pour que celles-ci puissent favorablement travailler sur le terrain pour aider à la tenue d'élections apaisées. C'est ce que le Ashkoun fait. Nous avons des partenariats où, en tout cas, nous travaillons avec des mouvements associatifs. Et ces mouvements associatifs, lorsque les élections s'approchent, nous leur demandons ce qu'elles peuvent faire pour contribuer à la tenue de ces élections dans un climat apaisé. Et généralement, nous les rencontrons et on travaille ensemble sur plusieurs thématiques. Sur la gestion des conflits, la prévention des conflits, les comportements qu'il faut adopter pendant la campagne électorale, pendant le vote et après le vote, etc. Et le mouvement associatif que nous impliquons davantage pendant les élections, ce sont des structures qu'on appelle les comités locaux de paix. Ce sont des structures qui ont été mises en place dans le cadre de la CEDAO par le gouvernement en collaboration avec le PNUD en 2016. Et donc, ce sont des associations de proximité qui œuvrent pour le maintien de la paix dans les localités respectives de notre pays, notamment dans les préfectures. Donc, à l'approche des élections, nous allons vers ces structures auxquelles nous donnons des formations adéquates pour qu'elles puissent intervenir auprès des acteurs syndicaux, auprès de la masse en général, pour la tenue d'élections apaisées. Et quand on leur donne la formation,
ils sont libres, chaque CLP, puisqu'ils sont dans toutes les préfectures, donc chaque CLP est libre de mener une activité de son choix pour contribuer à la tenue d'élections apaisées. Par exemple, certains CLP font des sensibilisations en direction des jeunes pour leur dire, vous les jeunes, n'utilisez pas votre force physique pour aller casser, brûler, etc. Utilisez votre force pour travailler. Allez-y dans les débats, causeries qu'organisent vos partis politiques respectifs. Attendez le jour du vote et lorsque vous allez voter, vous revenez à la maison pour attendre les résultats. Parce que vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que souvent, ce sont les jeunes que les hommes politiques utilisent pour commettre les violences lors des élections. Il y a d'autres CLP qui disent non, nous allons aller travailler, nous allons réunir les hommes d'église et les imams pour les convier à faire des prêches qui sont des prêches axés sur les questions de paix, de réconciliation et d'unité nationale pendant cette période électorale. Et donc, ils se retrouvent ils convient donc les pasteurs, les hommes d'église, les pasteurs, etc., les imams, les chefs traditionnels, ils les invitent et il leur dit, il nous semble qu'en ce temps sensible des élections, lorsque vous allez dans les églises, il serait intéressant de mettre l'accent dans vos prêches et dans vos prières sur la question de la paix et l'impérieuse nécessité pour nous de la maintenir et de la sauvegarder. Nous sommes en train d'aller comme ça vers la fin de cette émission et nous voudrions bien vous poser cette question-là. Quelle image du Togo vous voudriez avoir au lendemain des prochaines élections? Je voudrais l'image d'un pays qui se lève. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Nous sommes le 9 avril. Nous sommes le 9 avril. Vous êtes sortis, vous avez pris vos véhicules ou vos motos dans la rue de Lomé. Tout était calme, les gens allaient et venaient. Je voudrais que le lendemain des élections prochaines, on se réveille de la même façon. Quand je le dis, c'est en référence à ce qui s'est passé ces dernières années. En 2007, on a organisé les élections législatives. De 1990 à 2005, 2007, c'est la première fois que le Togo a eu des élections à l'issue desquelles il n'y a pas eu de violence, où il n'y a pas eu de trouble. En plus, après cela, nous avons eu des élections, la présidentielle de 2010. La présidentielle de 2010 s'est bien déroulée et à l'issue de cette présidentielle, on n'a entendu aucune maison détruite par-ci ou une boutique brûlée par-là. Je rappelle au passage que c'est à l'issue de cette élection de 2010 que le président de la République, Faure Sezmouniassingbe, et le président de l'UFC ont signé un accord de gouvernement que deux forces politiques telles que l'UFC et le RPT de l'époque, qui se détestaient à fond, que ces deux partis politiques arrivent à s'entendre pour former pour signer un accord de gouvernement et travailler ensemble. Il faut des grands hommes. Donc, je voudrais qu'on se réveille le lendemain des législatives et des régionales comme on s'était réveillé au lendemain de 2010, mais aussi au lendemain de l'élection législative de 2018, si j'ai bonne mémoire. Je voudrais qu'on se réveille comme ça dans une atmosphère de paix. Voilà, on n'a pas vu le temps passer. Nous avons largement dépassé le temps qui est imparti à cette émission. Nous avons encore peut-être une minute. Nous devrions peut-être la donner à notre invité pour justement votre mot de fin, Monsieur Ouya. Le mot de fin, je ne sais même pas si ma voix va porter, parce que je ne suis qu'un petit citoyen. Ce serait peut-être un leader politique qui le disait que peut-être ça va porter. Mais je vais le dire quand même. Les élections, c'est le moment pour une démocratie. C'est un moment de délibération pour le peuple afin de choisir ses dirigeants.
un tel moment de délibération pour choisir ses dirigeants ne doit pas être source de catastrophe. Ne doit pas être source de catastrophe, c'est-à-dire source de pleurs, de blessures et de casse. Quand nous allons au vote et un parti gagne, que ce soit le parti au pouvoir ou le parti de l'opposition, certes, ils ont gagné, certes, ils vont diriger, mais ils ne vont pas diriger en venant chaque jour mettre ce qu'il faut manger dans nos assiettes. C'est nous qui allons travailler. Chaque citoyen travaille pour se nourrir. Donc nous ne devons pas considérer l'issue d'une élection comme si c'était la fin du monde ou c'était plutôt une malédiction. Si j'ai une chose à dire, c'est que on ne considère pas une élection comme une épreuve mortelle. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Wiyao Evalo. Vous êtes le premier rapporteur du Ashkroun, entendez, au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Vous étiez donc l'invité de Pluriel sur Radio Djena, émission co-animée avec, bien sûr, Josiane de Radio Ifata. Josiane, merci. Merci à vous, Radio Djena, et merci, Latif. Merci à tous nos auditeurs. On prend rendez-vous pour le mardi prochain.